Si un jour la Terre ne convient plus à la survie de l'humanité, parmi ces planètes potentiellement habitables que nous avons détectées, y en aura-t-il une qui puisse devenir notre nouveau foyer? Ces dernières années, les scientifiques ont utilisé de nombreux télescopes astronomiques et ont découvert plus de 5000 exoplanètes. À ce rythme, rien que dans la Voie lactée, il existerait des centaines de milliards de planètes. Parmi elles, le nombre de mondes situés dans une zone habitable comme la Terre atteindrait au moins 300 millions. Mais au cours de cette quête, nous avons peut-être ignoré une vérité cruelle. Même si nos vaisseaux pouvaient franchir des années-lumière et transporter des humains jusqu'à ces planètes, la colonisation serait vouée à l'échec. Ce n'est pas que les vaisseaux ne soient pas assez rapides, ni que nous manquions d'oxygène. C'est que, dès le départ, l'univers a dressé devant l'humanité des barrières infranchissables. Elles sont cachées dans les gènes du vivant, gravées au cœur des lois de la physique, et même enfouies dans les racines de la transmission des civilisations. Nous pensons partir à la conquête de nouveaux mondes dans la galaxie, alors qu'en réalité nous fonçons contre une cage déjà soudée à jamais. Nous croyons souvent que le système immunitaire est un bouclier universel, en oubliant que toute son expérience provient de 4,6 milliards d'années d'évolution terrestre. Toute la vie sur Terre partage le même code biochimique. Le carbone comme squelette, l'ADN pour stocker l'information génétique, 20 acides aminés pour construire les protéines. Même l'oxygène que nous respirons et le glucose que nous métabolisons sont le fruit d'un consensus forgé par des milliards d'années de compétition entre espèces. Mais la logique biochimique d'une vie extraterrestre pourrait être, à la racine, totalement opposée à la nôtre. Les scientifiques supposent que certaines formes de vie pourraient être basées sur le silicium, capable d'exister de manière stable à très haute ou très basse température. Ces micro-organismes à base de silicium n'auraient peut-être pas besoin d'oxygène, survivant en absorbant le rayonnement stellaire ou l'énergie des minéraux. Leurs déchets métaboliques pourraient être des silanes, hautement toxiques pour l'être humain, voire dissoudre les tissus humains comme on dissout du plastique. Plus cruel encore, la colonisation n'est pas une invasion à sens unique. Les micro-organismes terrestres pourraient devenir les destructeurs ultimes des écosystèmes extraterrestres. Prenons les cyanobactéries. Elles peuvent pratiquer la photosynthèse sans oxygène. Si elles arrivaient sur une planète dotée d'eau liquide mais dépourvue d'oxygène, elles pourraient rapidement recouvrir la surface des océans et étouffer les formes de vie locales dépendantes d'un environnement anaérobie. Notre corps est le produit de 3 millions d'années de sculpture par la gravité terrestre, la densité osseuse, la tension musculaire, et même le sens de l'équilibre de l'oreille interne chez l'adulte sont parfaitement adaptés à une accélération gravitationnelle de 9,8 ms. Cette adaptation n'est pas une habitude, mais un réglage d'usine inscrit dans nos gènes. Dès qu'elle change, le corps commence à s'effondrer au niveau cellulaire. Il faut savoir que la gravité de Mars ne représente que 38% de celle de la Terre. Sur Mars, les muscles humains fondraient à raison d'environ 1% par mois, car le corps jugerait inutile de maintenir autant de masse musculaire contre la gravité. Plus mortelle encore est la perte de densité osseuse. Les astronautes de la Station spatiale internationale, après 6 mois en orbite, subissent déjà une perte osseuse considérable. Si des humains se reproduisaient sur Mars, le squelette des fœtus s'adapterait totalement à la faible gravité. Leurs os des jambes deviendraient plus fins, leur colonne vertébrale plus courbée, et même leur cage thoracique pourrait se rétrécir pour réduire la résistance respiratoire. Après quelques générations, ces Martiens revenant sur Terre s'effondreraient, incapables de supporter leur propre poids et de s'adapter à la pression atmosphérique terrestre. Quant aux super-terres dont la masse dépasse 2 fois celle de notre planète, elles représenteraient une autre forme de torture. Sous une gravité doublée, une personne de 60 kg se sentirait comme si elle en pesait 120. À chaque pas, la pression sur les genoux serait 2 fois plus forte que sur Terre. Sur une planète étrangère, les gènes du corps humain ne peuvent pas être réécrits en quelques générations. Au final, la gravité nous ramènera toujours à notre condition d'origine. Même si nous surmontions tous ces obstacles et parvenions sur une planète habitable, comment entrerions-nous en contact avec la Terre? Nous négligeons ici l'une des lois physiques les plus fondamentales. La vitesse de propagation de l'information ne peut jamais dépasser celle de la lumière. Ce n'est pas un problème technologique, mais une règle fondamentale de l'univers. Prenons Proxima b, une planète potentiellement habitable située à environ 4,2 années-lumière de la Terre. Envoyer un message annonçant un atterrissage réussi depuis Proxima b nécessiterait 4,2 ans pour parvenir à la Terre. La réponse d'encouragement mettrait encore 4,2 ans pour revenir. Autrement dit, une simple conversation demanderait 8,4 ans, à une distance de 100 années-lumière. Un aller-retour de communication prendrait 200 ans. Un tel décalage temporel plongerait les colonies dans une solitude physique totale. Elles ne pourraient ni compter sur l'assistance technologique de la Terre, ni partager les acquis de la civilisation terrestre. Lorsque l'information arriverait enfin, la technologie serait déjà obsolète. Plus effrayante encore serait la divergence des civilisations. Les colonies développeraient leur propre langue, leurs propres valeurs, voire leurs propres croyances. Après 1000 ans, elles ne se considéreraient peut-être plus comme des terriens, et la Terre deviendrait pour elles
Une patrie bleue mythique issue des légendes. Deux civilisations s'engageraient alors sur des trajectoires totalement différentes dans l'univers. Supposons que nous franchissions les 3 premières barrières et construisions des vaisseaux générationnels, capables de fonctionner pendant des dizaines de milliers d'années. À bord, un écosystème complet permettrait à l'humanité de se reproduire sur des milliers de générations et d'atteindre enfin la planète cible. Mais un paradoxe plus profond nous attendrait encore. La mission s'éroderait avec le temps, et la civilisation se perdrait dans l'errance. Les technologies clés d'un vaisseau générationnel, comme les systèmes de recyclage écologique, ou la maintenance des moteurs, dépendraient d'une transmission orale ou d'archives numériques. Or les archives numériques peuvent être endommagées par les radiations, et la transmission orale se déforme avec les incompréhensions. Plus probablement encore, pour économiser des ressources, les générations futures simplifieraient volontairement la technologie, désactiver des instruments scientifiques jugés inutiles, supprimer des données sur l'histoire de la Terre. À terme, des technologies essentielles se perdraient, et le vaisseau deviendrait un navire errant sans destination connue. Le point crucial est que les ressources du vaisseau sont limitées. La croissance démographique et les inégalités de répartition déclencheraient des conflits inévitables, et la mission originelle de colonisation d'une exoplanète se dissoudrait peu à peu dans ces affrontements successifs. Pour les habitants du vaisseau à la 500 générations, leur monde serait cette immense coque de métal. Leur mission serait de survivre, non d'atteindre une planète inconnue qu'ils n'ont jamais vue. Comme les navigateurs de l'Antiquité, s'ils dérivaient en mer pendant des siècles, leurs descendants oublieraient l'existence de la terre ferme, et ne considéreraient l'océan que comme leur unique patrie. Lorsque l'on démonte une à une ces barrières infranchissables, on réalise que la colonisation interstellaire était peut-être, dès le départ, un rêve voué à l'impossibilité. Mais ce n'est pas un échec. C'est un rappel lucide que l'univers adresse à l'humanité. Il nous fait comprendre que ces lointaines planètes habitables n'ont jamais été des copies de secours de la Terre, mais des miroirs dans lesquels nous nous observons nous-mêmes. Ce miroir révèle l'unicité de la Terre. Elle ne possède pas seulement de l'eau liquide, une gravité adaptée et de l'oxygène, mais aussi un écosystème qui coévolue avec l'humanité depuis des millions d'années. Des cyanobactéries productrices d'oxygène, aux bactéries qui décomposent les déchets, jusqu'aux forêts qui stabilisent le climat. Tout cela relève de coïncidences d'une rareté extrême dans l'univers. Ce miroir révèle aussi la fragilité de la civilisation humaine. Notre corps, notre technologie et notre société sont conçus sur mesure pour la Terre. Une fois loin d'elle, nous devenons comme des poissons hors de l'eau, pour lesquels la survie elle-même devient un luxe. Ainsi, le véritable sens de l'exploration spatiale n'a jamais été de trouver une nouvelle Terre, mais d'apprendre à chérir celle que nous avons déjà. Lorsque, à travers les télescopes, nous observons les déserts ou les étendues glacées de planètes lointaines, nous comprenons mieux à quel point les forêts vertes et les océans bleus de la Terre, et même les tempêtes violentes, sont des cadeaux d'une valeur inestimable. C'est pourquoi protéger l'écosystème terrestre, développer des technologies durables, et éviter l'autodestruction de nos civilisations, constitue la seule voie possible pour assurer la continuité de l'humanité.